7h38 sur la première. Il n'y a pas que Locarno dans la vie et ses mises en scène parfois aussi politiques en coulisses. On les a vus. Les amoureux d'images de montagne en savent quelque chose, eux qui sont réunis depuis cette fin de semaine sur les hauteurs des Diablerets jusqu'au 12 août prochain pour la 48e édition du Festival international du film alpin, FIFAD de son petit nom. Édition qui fait la part belle aux héros, qu'ils soient des cimes mais aussi des vagues parfois et même des vagues scélérates. Plaisir de recevoir ce matin un confrère, le directeur de ce rendez-vous qui ne s'intéresse d'ailleurs pas qu'aux expos effectués en montagne. Jean-Philippe Rapp, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à Lausanne jusqu'à 8h, journaliste de passion. Je disais, je parlais de Locarno. Est-ce qu'on peut considérer le FIFAD, le Festival des Diablerets, comme le Locarno de la montagne? Alors écoutez, on tombe toujours pratiquement, sauf l'année prochaine je crois, aux mêmes dates que Locarno. Et pour moi, c'est des choses différentes, c'est évident. Il y a les amoureux de la montagne, il y a ce public qui devient de plus en plus important au Diableret. On est passé en 10 ans de 3 000 à 22 000 personnes. Et en même temps, il y a Locarno. On a quelques invités. Je prends l'exemple de Gilles Marchand, par exemple, qui est très proche de notre festival, mais qui est proche de Locarno, naturellement. Futur directeur de la SSR. Voilà. Ouais. Alors, il va faire 3-4 jours à Locarno et 3-4 jours chez nous. Il y a les pendulaires. Voilà, il y a les pendulaires des festivals. Vous avez dit, vous êtes passé de 3 000 à 22 000. 22 000. Comment on explique ce formidable succès? La montagne attire de plus en plus, c'est ça? Non, je pense que lorsque j'ai repris le Festival des Diablerets, il se tenait en fin septembre, au Diableret naturellement, mais avec le mauvais temps, la route qui était souvent fermée, difficultés de programmation. Et j'ai dit, mais mettons-le avec, à l'époque, le président Guiringhelli. J'ai dit, mettons ça au début août, parce qu'il y a des touristes, parce que les gens se déplacent, parce qu'il fait souvent beau. Et on va l'élargir. Au lieu d'avoir qu'un festival de concours, on va offrir l'après-midi des réflexions gratuites autour d'autres films. On va créer une librairie. On va lancer des idées. Et puis, ça a marché. Ça a marché. Et je crois que moi, je vois d'année en année, je reconnais de plus en plus les gens, même s'ils sont nombreux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un festival d'ambiance, d'amitié, de partage. Pas seulement de la montagne, puisqu'on parle de montagne, d'environnement, de culture du monde, de freeride, d'exploit. Même de mer, on a eu hier Alan Roura et Steve Ravussin. C'était un véritable bonheur. Qui a fait le plein, vous m'avez dit, hors antenne, qui a fait le plein. Alors, il y a vraiment eu beaucoup de monde. Ce week-end, j'avais parié cette année, je trouvais qu'il fallait qu'on parte fort. Alors, on est parti fort avec Encordé, qui est le film de Favre, de Frédéric Favre. Sur la patrouille des glaciers. Sur la patrouille des glaciers, mais vous savez, on en voit des quantités chaque année des films faits sur la patrouille des glaciers. Celui-là était complètement original parce qu'il s'attachait à 3 personnages. Un personnage qui est une jeune femme, Florence, dont le père est mort, et par mémoire pour son père, elle fait la course ou elle se prépare à la course. Un deuxième qui s'appelle Christian, qui sort de dépendance, et c'est une façon de se reconstruire. Et puis un troisième qui est tellement passionné qu'il va peut-être tout y perdre. Alors, je crois qu'à travers les destins humains les plus simples, c'est là les meilleures histoires que l'on raconte. Donc, on a eu un énorme succès avec ça. Et puis le lendemain, on a invité Roura, et c'est la première fois, parce que les salles étaient totalement pleines, et c'est la première fois, en 11 ans d'expérience, que j'ai vu spontanément, à la fin de la diffusion du film, le public se lever. Pour Roura. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment il est jeune, parce qu'il a pris des risques, parce qu'il est un petit peu le petit Suisse devant les grandes formations du Vendée. Et puis il y avait la présence magnifique de Steve Ravussin. Steve Ravussin, pour moi, c'est un ami, c'est un personnage fantastique, et il est à la fois mer, montagne, compagnon de Mike Horn, et un humour formidable. Donc c'était très très gai. Et finalement, toujours pour les héros, on a terminé avec un hommage à Uli Steck. Ah voilà, j'allais y venir à Uli Steck justement. Juste une parenthèse. La mer et la montagne sont des univers intimement liés. On connaît Jean Troyer qui a fait les deux, etc. Même Ravussin a fait un petit peu de montagne avec lui. Vous allez l'ouvrir aussi à la mer, ce festival, de plus en plus? Mais pourquoi pas? Je dirais qu'on va peut-être l'ouvrir, selon son avenir, je dirais à la mer et à la Suisse alémanique. Parce qu'on s'aperçoit que ce sont deux univers parfois hostiles. Allez savoir. De chaque côté, il y a des vagues. Mais je pense qu'il faut qu'on s'ouvre. Moi, mon principe... Pas se cantonner uniquement à la montagne. Pas du tout. D'ailleurs, personnellement, je ne suis pas un montagnard. Moi, je suis un passionné de documentaire, qui a rencontré des passionnés de montagne et de documentaire. Et c'est ça qui fait probablement le succès du festival. Mais ça, c'est une information que vous nous livrez, Jean-Philippe Rapp. Le festival du film alpin des Diablerets n'aura peut-être
peut-être un jour d'alpin plus que son nom et quelques films de montagne, il y aura d'autres choses, le menu va s'ouvrir? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, parce que si vous voulez pas, c'est plutôt des tendances. Cette année, on a une grande tendance qui est l'Arctique, l'Antarctique, et une série de films qui ont été tournés là autour. On s'oriente selon, c'est pas nous qui déterminons, au fond, c'est l'actualité. C'est les productions de films qui font qu'on va dans telle ou telle direction. Et depuis longtemps, on s'intéresse à l'environnement, certes lié à la montagne. On s'intéresse donc beaucoup au dépassement de soi. Moi, je suis passionné des films de dépassement de soi. C'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui fait un exploit exceptionnel, vous vous dites, moi, en faisant le chemin des Étiolets pour aller au Salève, c'est ma propre limite que je tente de dépasser. C'est la fonction sociale de ces héros. Alan Roura, Uli Steck, etc. et tous les autres que vous avez vus passer ces 11 dernières années. Quelle est leur fonction sociale? À quoi servent-ils, au fond? À nous projeter nous-mêmes dans notre vie du quotidien? Alors, je crois d'abord qu'ils peuvent être des exemples. Je crois que l'exemple que j'ai cité là, c'est que ce soit Roura, que ce soit Steve, je crois que c'est des gens dont on est fier, parce qu'on se dit, tiens, ils sont capables de faire ça. Et je reviens à mon propos, c'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où vous avez rencontré Roura, vous n'allez pas prendre un bateau puis faire le Vendée. Mais peut-être ce serait imprudent, ouais. Non, pas sûr. Mais peut-être que vous aurez quand même envie d'aller un petit peu plus loin sur le lac Léman ou le lac de Neuchâtel, ou je ne sais pas, ou en tout cas vous intéresser davantage, ou physiquement vous développer un peu plus. C'est ça la vertu pédagogique, selon moi, d'un festival dit de montagne. Oui, il y a une vertu pédagogique aussi. Alors, Uli Steck, vous le mentionniez, vous y avez rendu hommage. D'aucuns disent que c'est le plus grand alpiniste de ces 20 ou 30 dernières années, depuis que Reinhold Messner s'est arrêté. Est-ce que c'est vrai? Comment vous le voyez? Parce que c'est un personnage aussi assez controversé, hein. Certes, alors il a fait des exploits tout à fait incroyables, avec son chronomètre, ce qui est une des raisons de la polémique. On lui a aussi reproché de ne pas avoir suffisamment documenté ses ascensions, notamment en Himalaya, où il avait laissé tomber son appareil photo, etc. Comment vous le voyez, ce personnage? C'est un personnage un peu sulfureux, non? Alors, moi, je l'ai connu assez tôt avec Nicolas Falquet. Qui est un freerider. Ouais, qui est un freerider. On avait de l'amitié pour lui. Il est venu 2 fois au Festival des Diablerets. Il a reçu un mérite alpin à l'époque. C'était un homme... je dirais, ce qui m'intéresserait presque le plus chez lui, c'est son psychisme. On a diffusé hier soir un film de Christophe Raya qui s'appelle « On ne marche qu'une seule fois sur la Lune », c'est-à-dire la post-dépression de ceux qui ont vu de la Terre depuis leur engin spatial. Et Steck a connu une dépression après son exploit à l'Annapurna. Voilà. Et il en parlait. Et hier, nous avions plusieurs témoins de ses compagnons de route. On avait Robert Bosch, notamment son photographe. Et on a vu l'émotion du personnage qui ne l'avait jamais entendu s'exprimer comme ça. C'est-à-dire que la réflexion était sur la peur, la mort, le pas de trop. C'est pas Erhard Loretan, c'est pas le lien avec la spiritualité, c'est beaucoup plus le lien avec le terre-à-terre et l'homme qui a peur. Donc cette dimension-là, elle est très touchante. Après, évidemment, on a tout de suite senti, parce qu'il y avait un Sherpa qui lui a rendu hommage, sur le plateau, si j'ose dire, du festival. On a senti des crispations chez les anciens compagnons de Uli Steck, parce que on sait bien que ses relations avec les Sherpas ont été bonnes, mais parfois très mauvaises. Il avait failli se faire tuer par des Sherpas il y a quelques années dans un camp de base. 2014. En 2014, oui. Et puis là, hier c'était quand même très touchant de voir un Sherpa qui a dit « Mais écoutez, pour nous, il est exemplaire. Pour nous, il est exemplaire. Il a cité un exemple, il a dit il est le seul occidental qui, lorsque nous fixions des cordes fixes, enfin nous mettions des cordes fixes pour une ascension, nous a donné la main et dans un passage délicat, est passé le premier. Donc ça, c'est des choses qu'on n'entendait pas trop. Après, les personnages restent, je pense qu'il est complexe. Mais je peux vous dire que Robert Bosch, par exemple, son copain, mais il y avait une émotion qui transparaissait énorme. Peut-être qu'il disait aussi qu'on ne l'avait pas suffisamment salué par ailleurs. Oui, il était pas mal critiqué, notamment dans la presse alémanique après son exploit à l'Annapurna. Je parlais de preuves. Et ça, c'est une grande question d'alpinisme moderne, maintenant qu'on a tous des GPS, des montres GPS, des téléphones, etc. Est-ce qu'on peut réaliser un exploit sans le documenter totalement? Lui, pour son ascension en solo de l'Annapurna, il y a quelques années, c'est ce qu'il avait raconté, laissé tomber son appareil photo, n'avait pas fourni de preuves de son itinéraire, en tout cas jusqu'au sommet. On lui a reproché, on a mis en doute son
ascension, ce qu'on a fait pour d'autres aussi. Est-ce qu'il faut maintenant, il n'y a aucune règle écrite pour l'alpinisme, mais est-ce qu'il faut, selon vous, Jean-Philippe Rapp, fournir des preuves de ces exploits? Alors je pense que si vous montez une expédition aussi importante que celle-là, vous devez fournir les preuves. Il faut rappeler quand même qu'à l'Annapurna, c'est une avalanche qui fait qu'il a survécu tout juste, mais qu'il a tout perdu. Et puis moi je dirais le mot le plus fort, c'est Messner. Messner disait de Ulichtek, c'est un homme qui a une capacité physique et mentale extraordinaire. Et je pense que ça, c'est quand même le plus grand spécialiste. Oui, alors Messner a de quoi effectivement avoir cet avis, puisque lui a été le premier vainqueur des 14-8000. Je crois que c'était en 86 qu'il avait bouclé la boucle. C'est une œuvre d'art, une ascension en montagne. On parle de festival du film, comme Locarno, comme Cannes. Est-ce que ce sont des images artistiques pour vous? Alors, il y a toute une évolution du documentaire dit de montagne. Je dis toujours dit de montagne parce que ça touche plusieurs domaines. Mais pour moi, aujourd'hui, un bon documentaire qui raconte une ascension, qui raconte un déplacement, qui raconte une situation dans le Grand Nord, Dieu sait quoi, ça doit être un film qui a une vraie écriture. On introduit un sujet, on le développe, on le construit vraiment avec infiniment de sérieux. C'est ce qui me frappe le plus. C'est pas tellement l'exploit tel qu'on le concevait peut-être il y a quelques années où on voyait les gens suspendus avec leurs piolets, etc., etc. Il y a cette dimension-là. Mais l'autre dimension, c'est la narration. C'est comment est-ce qu'on raconte ça. Et vous avez des films absolument... C'est un genre qui évolue de manière fantastique, tout comme la montagne qui devient un must. Mais nous, on est vous savez, on reçoit au FIFAD, on reçoit 140 films à visionner pour 35 que l'on programme. 140 sans compter les visites dans les TV, sans compter les visites dans les festivals, sans compter les passions personnelles, etc., etc. Et moi, je m'aperçois que, d'une part, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a des tendances. Aujourd'hui, on va parler des terres inconnues, quoi. C'est justement Antarctique, etc. Et puis en même temps, vous ne passez plus avec la GoPro et avec quelques plans un peu audacieux. Ça ne marche plus. Ce qui marche, c'est une vraie histoire. Une vraie histoire où l'on vous conduit d'un point à un autre, et des histoires, je dirais, qui doivent être le plus souvent et le plus intéressant sont les histoires personnelles. Oui, la GoPro, sans faire de publicité pour cette marque, enfin c'est un style de caméra qu'on met sur le casque, etc., ou le drone. Au fond, ça c'est déjà ringard, c'est déjà du passé, parce que c'est vrai que tout le monde peut se filmer en montagne. On pourrait presque dire que c'est une menace pour un festival comme le vôtre. Non, non, pas du tout. Vous vous dites au contraire, nous ce qu'on offre, c'est des histoires bien écrites, une bonne narration, et c'est l'antidote à la GoPro. Bien sûr, parce qu'on en abuse, parce que tous les films tentent de faire ça en se disant qu'ils vont gens avoir du succès. Et les gens, ils se lassent. Ils se lassent. Ouais. Bon, je vais vous donner un exemple. C'est quand même, on revient à Roura. Roura, il a fait un film à partir de son bateau, mais avec des difficultés parce que le matériel, il ne pouvait pas le transmettre depuis son bateau. Il avait des problèmes. Bon, il va faire un film dans lequel il s'implique complètement. Il raconte ses émotions tout le temps. Il n'a rien d'autre qui peut vraiment nous montrer. Alors, c'est un film dont on peut se dire qu'il est peut-être faible. Il n'est pas faible du tout parce qu'on est à l'intérieur d'un personnage qui vit quelque chose. Et très souvent, je suis frappé de voir à quel point Ulichtek hier soir, c'est Ulichtek qui nous racontait l'Annapurna, qui nous racontait ses peurs, qui nous racontait ses émotions, sans les montrer. Et je me disais que rien qu'à l'entendre raconter, ça prenait une force extraordinaire que peut-être certains pseudo-exploits. Vous savez, le film où l'on démarre avec le 4x4, on traverse la rivière avec les chevaux et puis on met un quart d'heure pour être au bas de la paroi. J'espère que ça devienne rare. Oui, alors si vous le dites, vous êtes le directeur du FIFA, vous êtes mieux placé que moi. 140 films, disiez-vous, et vous le déplorez, certains ne sont vus qu'une fois pendant le festival. Alors, votre idée, c'est qu'il tourne un peu plus qu'avant. Il y aura notamment une sorte de nouveau festival ou de deuxième Diableret du côté de Vercorin cet automne? Non, alors l'idée, comment ça va se passer? L'idée, c'est d'abord, ça vient d'une frustration. Lorsque vous avez des films aussi beaux que Sherpa, par exemple, l'année dernière, qui sont le Grand Prix du festival, comme cette année, certainement Pumaka ou d'autres, vous dites c'est formidable. Au maximum, on peut les montrer à 1200 personnes, mais ça n'est que 1200 personnes. Après, on espère toujours que les télévisions s'y intéressent. Alors, Benoît Hamon fait ce qu'il peut, il en enregistre, il en prend quelques-uns, mais enfin, pas beaucoup. Bien sûr. Donc, mon idée, c'est celle de dire, on va créer, et on a déjà créé, en dehors du festival, mais des liens avec le festival, une caravane. Cette caravane, elle va promouvoir les films de montagne, mais on l'a déjà fait. À Genève, on l'a fait. Cet automne, on le fera à Vercorin, on le fera... un festival à Vercorin, donc cet automne. Alors,
Début septembre. Oui, c'est 3 jours de films que l'on va montrer, mais on va les montrer aussi à Saint-Maurice, on va aussi les montrer à Genève. On va essayer de se dire, c'est de la bonne promo pour moi, pour le FIFAD. C'est de dire, bah voilà, vous venez voir ces films, mais après, ils ont une telle répercussion grâce à vous, grâce à la presse, grâce à nos copains des médias. On se dit, bah, ça suffit pas de dire que hier soir c'était formidable, que Encordé c'est un film magnifique. Il faut, Encordé fera une tournée à lui tout seul cet automne dans les cinémas, mais pour moi, j'ai envie que si vous voulez, que le Festival international du film alpin s'internationalise à travers la Suisse romande, à travers la France, à travers l'Italie, pourquoi pas. Vous avez beaucoup d'amis plutôt que de concurrents. Il y a le Festival du film de montagne de Trento en Italie, Banff au Canada, bien sûr, Autran en France, etc. Amis et pas concurrents ? Non, pas concurrents. Pratiquement, nous sommes les seuls en Suisse. En tout cas, cette importance. On est dans les 3, 4, 5 festivals que vous citez, qui sont souvent beaucoup plus gros que nous. Mais pas du tout, non. On s'échange, on va voir ce que l'autre produit, on reprend peut-être un film qui a eu du succès chez eux. Je crois que c'est pas la mentalité, le secret du FIFAD. C'est un secret d'amitié et de passion commune. Moi, quand je vois des gens sortir d'une salle, on a programmé le film, on s'est donné du mal et tout, et puis on les voit, ils ont la banane, ils ont le sourire, ils sont contents, ils s'arrêtent au bar, et au bar, vous allez retrouver le paysan qui habite juste en dessus des Diablerets, vous allez retrouver l'intellectuel de Genève, vous allez retrouver le fameux grimpeur, le sportif majeur, et puis le petit gars tout simple. Là, je suis heureux. Et je suis heureux si je me dis, mais les gens ont simplement du plaisir à voir ce que d'autres font, à voir quelles sont les problématiques, je dirais, d'environnement, Et là, parfois, c'est des sujets, évidemment, un peu plus anxiogènes, oui. Ouais, sur les questions de réchauffement climatique, et il y en a aussi des films sur cette question-là. Ouais, juste, je vais vous donner un exemple quand même, parce que le samedi soir, on a une soirée freeride. Et cette soirée freeride est préparée par Nicolas Falquet, le très très bon réalisateur. Et puis là, il avait invité des gens tout à fait particuliers, du web et tout, et c'était plein. Moi, c'est pas mon genre, c'est pas le truc qui me passionne le plus, mais pour moi, c'était absolument génial. Oui, vraiment la montagne est un must, ouais. Ça devient de plus en plus un must. Alors certainement, vous voyez d'ailleurs se multiplier, c'est pour ça que j'ai l'idée de la caravane, c'est que vous voyez se multiplier Montagne en Seine qui circule en Suisse romande, vous voyez les films de Banff qui circulent aussi, tout le monde a compris qu'il ne suffisait pas de rester sur son précaré aussi beau que les Diablerets, il faut s'ouvrir et sortir. Bon, et la montagne, je rappelle que c'est 70% du territoire suisse, quand même. Absolument. 60% dans les Alpes et 10% dans le Jura. Alors, Locarno, c'est un festival de cinéma à la recherche d'un équilibre entre qualité et diversité. On nous dit ça dans la presse alémanique, Simon Cortet. Oui, à la mi-temps de la manifestation tessinoise, j'allais dire à l'entracte, la Basler Zeitung dresse un bilan contraste entre les films projetés à l'extérieur, sur la Piazza Grande, et ceux en salle. Le journal bâlois se montre plutôt déçu par les longs métrages projetés sous les étoiles. Par exemple, Lola Pater, le film avec Fanny Ardant dans le rôle titre. Par contre, de bonnes surprises dans les salles, comme le documentaire sur l'Opéra de Paris, signé Jean-Stéphane Bron, qui enchante la Basler Zeitung. Les salles obscures de Locarno font d'ailleurs le plein. Un afflux de spectateurs qui s'expliquerait aussi par le fait que sous la canicule, ces salles offrent un rafraîchissement bienvenu. Vous n'avez pas le temps d'aller à Locarno, Jean-Philippe Rapp, j'imagine. Non, et je le regrette d'ailleurs. Je me dis qu'un jour où j'en aurai marre des Diablerets, ça peut arriver, je viendrai chez vous, ça c'est sûr, parce que je trouve j'y suis allé quand même quelques fois, et je trouve qu'il y a là aussi un climat différent, mais vraiment formidable. Il y aura peut-être un jour un film de montagne à Locarno, ça s'est peut-être déjà produit. Oui, bien sûr, je ne suis pas sûr si les Encordés ont été sélectionnés, mais il y aura, bien sûr, parce que plus ce genre va devenir cinématographique, c'est-à-dire qu'on racontera des histoires, mais avec un scénario, avec un début, avec une chute, avec même à la limite des gens qui sont amateurs et un tout petit peu acteurs. Moi, je suis pour. Alors une question, oui, qui a trait à la montagne. La croix de la Dent des Reins a été vandalisée, Dominique Chauffat, sciée, jetée dans le vide, c'est ce que nous dit le Nouvelliste. Oui, cette croix a été faite de pierre de Courtil, typique de la vallée d'Ost, et d'ardoise de Saint-Niklaus, dans le Haut-Valais, donc. Tout un symbole religieux, mais aussi un symbole en mémoire des ancêtres. Cet acte de vandalisme émeut les amoureux de ce coin de la montagne. Le Nouvelliste évoque un acte préparé, organisé. Plusieurs guides se réservent le droit de poursuivre
porter plainte. Ils veulent retrouver le ou les coupables. Alors, il s'agit d'une première en Valais, mais cette affaire rappelle plusieurs cas similaires dans le canton de Fribourg. Les faits remontent à 2009-2010. C'est un guide de montagne qui avait vandalisé 3 croix érigées sur des sommets des Préalpes fribourgeoises, aux Vanines Noires, à la Croix des Merlats et à la Dent de Bros. Peut-être une bonne thématique pour un documentaire, ça, des gens qui vandalisent les croix. Certains sont choqués par les croix qu'il y a sur les sommets. Vous l'êtes, Jean-Philippe Rimp? D'abord, pas du tout. Puis je trouve que la stupidité n'a pas d'altitude. Pour faire ces choses-là, ça me paraît tellement aberrant. Je dis, mais que chacun a sa foi, chacun l'exprime comme il peut. Et puis ça me choque absolument pas. Qu'il y ait une croix au sommet, oui. Par contre, qu'on les vandalise vous choque. Dans une salle de classe, parce que le canton est catholique, plutôt catholique, ça ne me choque absolument pas. Au contraire, je trouve que ça fait partie de la culture et qu'on doit respecter. Alors, un dernier sujet montagneux, mais pas vraiment. Enfin, c'est un petit peu périphérique. Zurich, Fribourg-Sion, ça, c'est des villes qui sont toujours plus nombreuses à vouloir un téléphérique. Un sujet à découvrir dans La Liberté, Le Courrier, Le Nouvelliste et les quotidiens Neuchâtelois et Jurassien. Enfin, un peu partout dans la presse romande, Dominique. Exactement. Les téléphériques urbains ont la cote. Zurich et Bâle ont déjà leur projet. Fribourg, Sion et Morges y songent aussi. Le journal allemand Die Zeit s'est d'ailleurs gentiment moqué de cette euphorie des villes suisses au pays du tram, s'amuse l'hebdomadaire. Il faut dire que les opposants se font rares. Les téléphériques ont même été défendus par le Conseil fédéral, un moyen de transport moins onéreux que d'autres solutions, argumentait le gouvernement fin 2015. Le seul bémol émane de l'association Transport et Environnement, l'ATE. Le projet de Zurich se veut une attraction touristique, mais les curieux viendront le tester en voiture pour la plupart. Ça risque de poser d'énormes problèmes de transport. Ça peut paraître paradoxal au monde des téléphériques. C'est souvent la ville qui vient à la montagne, mais là c'est la montagne qui vient à la ville, Jean-Philippe Rapp, des téléphériques en ville. Je crois que tout va à la montagne. Parce que cette année, on va en plus promouvoir au Festival des Diablerets un prix de littérature de la montagne et un prix photo de la montagne. Pour le prix photo, on peut déjà vous dire, c'est Vincent Munier, cet extraordinaire photographe que l'on peut voir d'ailleurs à Morges, dans une des échoppes là-bas. Et je crois que il n'y a pas de montagne pour moi, je vais vous le dire. Il n'y a pas de montagne, il n'y a que des gens qui se rencontrent sur des passions et qui se racontent des passions. Et la passion, c'est d'avoir parcouru, je sais pas, de s'être lancé sur le chemin de Compostelle, d'avoir, je sais pas, osé planer à la manière, probablement pas de Géraldine Fasnacht qui sera avec nous la semaine prochaine, mais en même temps, je crois, c'est l'humain à la rencontre de l'humain. Alors si la montagne est un bon prétexte, c'est magnifique. Mais moi, c'est un carrefour. Mais je reste absolument passionné par les destins. Les petits destins, vous savez, le plus beau, si j'ai une minute, je vous dis quel est le plus beau. Non, vous avez 10 secondes, il est même déjà trop tard. Alors, le plus beau film que nous ayons vu, c'est un film qui est consacré à un personnage qui est tombé dans le coma, qui s'appelle David Max, et qui, 30 ans plus tard, a refait l'ascension de l'endroit où il avait eu son accident, à travers un film de Christian Berru. Et pour moi, ça, c'est complètement symbolique. Il n'y a pas de montagne, il n'y a que des passions. Voilà. On vous suivra jusqu'à la fin de la semaine et les prochaines années au Diableret. Jean-Philippe Rapp, merci beaucoup. Et on vous y attendra.